Quand on regarde une carte de Gavre avant 1970, il suffit de regarder sur Géoportail et on voit des potagers collectifs absolument partout, y compris en bord de sentier littoral. Nous, on est un petit caillou à l'entrée de la rade de l'Orient, soumis à une situation assez particulière. On est relié au continent par une langue de sable. Et cette langue de sable, avec l'élévation du niveau de la mer, va à un moment rompre. Alors, on ne sait pas quand. Ça peut être dans plusieurs dizaines d'années. Ça peut être lors d'une super méga fat tempête, ce qui peut se passer dans quelques années, on n'en sait rien. En revanche, on sait que ça va se passer. Dans ce territoire-là, soit on se dit, en fait, tout est foutu, et puis on fait comme ce que nous promettent BFM TV, et puis tous les catastrophistes, il faut se casser, et puis on s'en va, etc. Soit on le prend comme une invitation à vivre différemment, à habiter, justement, la Terre différemment, en se réconciliant avec l'océan, avec le vivant. L'idée de fond sur laquelle est assise Maison Glace et qui aussi moi m'anime très profondément, c'est qu'en fait face à cette réalité physique-là qui est non négociable, ce qui est négociable c'est nos modes de vie. Ce potager-là en fait est un labyrinthe de petites haies qui sont pas plus hautes que 1 mètre, mais qui viennent créer des espèces de microclimats en aval de ces haies qui viennent protéger les végétaux de ces effets du vent. Et puis on va rajouter à ça une autre protection qui est celle du sol, parce que vent plus soleil, eh bien c'est un sèche-cheveux. On est sur des territoires qui sont soumis à très important stress hydrique, beaucoup d'eau l'hiver, et très peu l'été. On connaît aujourd'hui de difficultés d'accès au foncier à l'intérieur des terres, va ici se doubler de à la fois la cherté du sol et de la préférence très forte que les gens vont avoir à la construction plutôt qu'à l'alimentation. Et au morcellement, en fait, on est sur des toutes petites parcelles, donc derrière, c'est évidemment plein de difficultés supplémentaires, en tout cas de facteurs à intégrer. Les côtes françaises étaient remplies de récifs huîtriers. Il y avait en fait des récifs comme ça qui permettaient d'ailleurs d'absorber la houle, de rendre tout un tas de services de protection aussi des populations littorales, notamment avec les huîtres plates. Et en fait, ces huîtres-là ont disparu parce qu'on les a exploitées, puis après il y a eu des maladies, etc. Donc ces récifs n'existent plus aujourd'hui. Et on venait faire de la cueillette. Et on venait faire la cueillette. Et oui, le coquillage a été l'une des premières sources d'alimentation des Homo sapiens historiquement et même préhistoriquement, puisqu'en fait c'est un truc qui court pas, qui est facile à attraper avec un bâton, avec un peu d'huile de coude, on arrive à l'ouvrir, quoi. Imaginez, vous vous promenez sur une plage au printemps. Après quelques dizaines de mètres, vous apercevez une zone non accessible aux humains. Le sable et les rochers sont laissés à la vie sauvage. Oiseaux nicheurs, insectes, mais aussi les algues fixées sur les quelques rochers et qui peuvent pousser tranquillement. Vous prenez un chemin qui remonte juste avant, vers le sentier côtier, et sur votre gauche, vous apercevez un espace où la terre se mêle au sable et où ont été semées des plantes grasses comestibles résistantes au sel et au vent, cultivées par le semencier de l'épisode précédent. D'ailleurs, un petit panneau indique le nom de la personne responsable de cette parcelle si vous souhaitez récolter quelques plantes pour votre salade du midi en cueillette libre. Quelques pas plus tard, vous entrez dans la lande, ce mélange de ronces, aubépines, tamaris et autres plantes qui résistent aux conditions difficiles du bord de mer. Surprise, quelques figuiers ont trouvé refuge ici et ont été greffés par les habitants. Une paysanne a décidé de faire pâturer ses chèvres ici, qui se régalent de cette végétation coriace. Il paraît que le fromage est excellent, avec un bon tartare d'algues récolté dans le respect de la ressource et transformé dans la conserverie coopérative du village. En allant boire une tisane dans le tiers-lieu tout proche, une menthe poivrée, cultivée quelques dizaines de mètres un peu plus à l'abri dans les terres, vous rencontrez un habitant du village qui vous raconte qu'une collaboration est en train de se mettre en place entre une algocultrice et un cultivateur de mollusques. Un peu comme dans une forêt-jardin, les mollusques et les oursins grandissent à l'abri des algues. Dans ces espaces, le milieu est si riche que les poissons reviennent naturellement, pour le plus grand bonheur du vivant, de la diversité et des pêcheurs qui sont autorisés à prélever 10% de ces poissons. Imaginez ce monde. Ressentez en vous que cette réalité
est possible. Akira Lavo, cofondatrice du tiers-lieu Maison Glaze à Gavre, le sait et elle dédie sa vie à cette question. Comment habiter ensemble un littoral qui change ? Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment se nourrir ensemble, près de la mer. Quel impact a l'évolution du niveau de la mer sur nos territoires et la possibilité de se nourrir ? À quoi peut ressembler un littoral qui recèle d'espaces nourriciers ? Quel rôle un tiers-lieu peut jouer dans le déploiement d'imaginaires nourriciers sur un territoire ? Et puis vous, quel rôle vous pouvez jouer dans le déploiement de cette réalité nourricière en bord de mer ? Ce reportage fait partie de la saison 5 du podcast Agroécologie voyageuse. Il est totalement indépendant et financé uniquement par vous. Aujourd'hui, 27 personnes ont choisi de me faire un don chaque mois. Et je vous envoie un énorme merci si vous écoutez, car ces soutiens me permettent aujourd'hui de payer mes frais de déplacement. Pour pouvoir me rémunérer, il suffirait de 100 à 300 personnes qui me font un don de 5 à 20 euros par mois. Je pense que c'est jouable, sachant que le podcast a en moyenne 3000 auditeurs-auditrices par épisode. Si vous écoutez le podcast régulièrement, je vous invite à vous poser cette question de la réciprocité financière qui s'offre à vous, et peut-être devenir gardienne et gardien du podcast Agroécologie voyageuse. Je remercie infiniment Maison Glaze, tiers-lieu génial situé dans le Morbihan, ouvert toute l'année avec de super activités, un bar-snack, des hébergements, des salles de réunion, des concerts. Je suis accueillie en coworking pour y monter mes épisodes. J'espère vous y voir bientôt. Bienvenue dans le podcast Agroécologie voyageuse. Bonjour Akira. Bonjour Opaline. Alors ça fait tellement longtemps que j'avais envie de faire un épisode avec toi et les planètes, les tempêtes, la marée, tout s'est aligné d'un coup. On a trouvé le temps et l'intention. Dans une dernière newsletter de Maison Glaze, il me semble que c'est toi qui as écrit « La philosophie de notre tiers-lieu, c'est qu'il ne sert à rien de se battre contre la mer, mais qu'il nous faut construire des nouvelles alliances avec l'océan pour bien vivre au XXIe siècle sur la côte. » J'ai vécu cette philosophie dans ma chair. En arrivant à Maison Glaze, j'ai eu l'impression d'être une plante qui arrive dans un sol fertile, un sol qui prend soin, et en même temps qui continue d'avoir besoin d'aggradation, de régénération. Car toutes les énergies sont les bienvenues ici, dans ce tiers-lieu, pour nourrir ce lieu situé à Gavre, dans le Morbihan, que tu as cofondé et qui est géré par une équipe d'une quinzaine de personnes selon les moments et une association. Je le fréquente depuis 3 ans maintenant, j'y ai écrit mes 2 livres, monté de nombreux podcasts, et pris soin du potager qui est presque sur la plage. Et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. Le littoral est-il condamné à être un nid de touristes en été qui continue de se bétonner en hiver pour accueillir toujours plus de résidences secondaires aux jardins bien tondus, tout en gérant tant bien que mal les tempêtes et la montée du niveau de la mer, jour après jour? Tu m'as dit en préparant cet épisode que tu souhaitais botter le cul à l'idée que les terres de bord de mer ne sont pas nourricières. Mais c'est vrai, c'est une idée reçue que les terres de bord de mer ne sont pas nourricières. Ici à Gavre, il y a encore quelques dizaines d'années, il y avait plein de potagers partout. Alors qu'aujourd'hui, les terres qui nous nourrissent sont à plusieurs centaines, milliers de kilomètres de nos maisons et qu'on considère la mer comme un puits de poissons, tant qu'il en reste, toi et de nombreuses autres personnes fertilisent un nouveau récit qui commence déjà à s'expérimenter. Que souhaite-t-on vivre ensemble ici ? L'agroécologie est-elle possible sur cette mince bande de terre soumise à l'action de la mer, aux embruns et à la submersion ? Alors Akira, pour commencer, j'ai envie de te remercier infiniment pour ta générosité, pour les centaines de personnes qui sont venues ici et reparties nourries, inspirées, enjaillées par ce lieu, par toutes les personnes qui y gravitent et qui le nourrissent,
pour l'accueil que j'ai reçu en arrivant. Et à ton tour, en première question, est-ce que tu as envie de remercier quelqu'un, quelque chose pour commencer ? Et tu peux aussi modifier ce que j'ai dit si j'ai dit des bêtises. Qu'est-ce que j'aurais envie de remercier ? J'ai envie de remercier tellement de choses. Tu peux prendre le temps. Hein. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Opaline, pour ces mots qui me touchent vraiment énormément. Et effectivement, c'est trop chouette de pouvoir trouver le temps, enfin, d'enregistrer quelque chose ensemble après nos dizaines, nos centaines de conversations, je pense, sur ces 3 dernières années. Alors, moi, j'ai envie de remercier la vie, quoi. J'ai envie de remercier la vie, remercier toutes les énergies qui passent ici, qui me donnent, moi, beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir, beaucoup d'étincelles aussi, de finalement ce changement qu'on appelle tous de nos voeux. Il est dans chacun d'entre nous, dans toutes les petites briques de choses qu'on peut apporter avec son angle de vue, ses vibrations, ces choses-là. Et quand on est en facilitation d'un tiers-lieu, en fait, on est une sorte d'éponge de ce qui va se passer sur un territoire, d'éponge des gens qui viennent visiter. Et quand on dit visiter, c'est en fait passer du temps, quoi. Passer du temps, donner de l'attention, du soin, ce genre de choses. Et voilà, moi j'ai envie de remercier ça. En fait, j'ai envie de remercier la vie dans le sens où la vie déteste le vide. La vie se loge absolument partout, dans tous les interstices, dans toutes ces choses-là. Et c'est ce que j'aime vraiment très profondément dans ce qui se passe ici à Maison Glace, dans ce qui se passe entre nous dans l'enregistrement de ce podcast, et dans ce qui se passe à chaque fois que je rencontre du monde, quoi. Donc voilà, une grosse gratitude pour ça. Merci beaucoup. Cet épisode fait partie de la série Habiter la Terre de la saison 5. Qu'est-ce que cette expression « habiter la Terre » t'évoque ? Eh bien, habiter la Terre, pour moi, ça évoque simplement notre chantier aujourd'hui au XXIe siècle, qui est d'atterrir, quoi. D'atterrir, voire même d'amérir en ce qui nous concerne. Mais c'est probablement une énorme bascule à la fois philosophique et derrière, évidemment, économique, sociologique, etc. Mais c'est moi ce qui a fait aussi ma bifurcation de mon passé d'ancienne cadre dans la fonction publique à ce que je suis devenue aujourd'hui de facilitatrice de Maison Glace. Et c'est probablement le chantier de fond, en fait, qu'il nous faut faire. On doit non seulement donc habiter la Terre, et après on peut habiter la Terre de façon tout à fait inconsciente, mais on peut habiter la Terre, pour moi, ce que ça signifierait, c'est vraiment tresser des alliances, quoi. Voilà. L'habiter en conscience. Pour revenir sur notre petit contexte territorial ici, qui est une petite chose, hein. Nous, on est un petit caillou, en fait 2 cailloux de granit, à l'entrée de la rade de l'Orient, soumis à une situation assez particulière. On est relié au continent par une langue de sable, et cette langue de sable, avec l'élévation du niveau de la mer, va à un moment rompre. Alors, on ne sait pas quand, ça peut être dans plusieurs dizaines d'années, ça peut être lors d'une super méga fat tempête, ce qui peut se passer dans quelques années, on n'en sait rien. En revanche, on sait que c'est pas une inconnue, c'est pas ça va se passer. La question, c'est de savoir quand et comment. Alors, dans ce territoire-là, soit on se dit, en fait, tout est foutu, et puis on fait comme ce que nous promettent BFM TV, et puis tous les catastrophistes, il faut se casser, et puis on s'en va, etc. Soit on le prend comme une invitation à vivre différemment, à habiter justement la Terre différemment, en se réconciliant avec l'océan, avec le vivant, avec ce qui nous entoure, avec les humains aussi qui nous entourent, parce qu'une énorme reconfiguration spatiale, c'est aussi beaucoup de choses qui se passent entre les humains qui se partagent cette même réalité. Et
l'idée de fond sur laquelle est assise Maison Glace et qui aussi, moi, m'anime très profondément, c'est qu'en fait, face à cette réalité physique-là qui est non négociable, ce qui est négociable, c'est nos modes de vie, c'est nos façons d'habiter la Terre. Et probablement, ce qui s'est passé sur ce petit territoire, qui était une île, ou en tout cas qui se vivait fonctionnellement comme une île, parce que une langue de sable, ça ne se traverse pas comme ça, eh bien, c'est un territoire qui a vécu des centaines d'années dans une cohabitation avec la mer. Une cohabitation avec les habitants de la mer aussi, donc les poissons, les coques, tout ce qu'on veut, etc. Mais aussi dans une manière de cultiver le sol, de reconnaître les plantes du littoral, etc. etc. Et en fait, à la faveur de la Seconde Guerre mondiale, en fait, et puis de cette très très grande transition énergétique qui s'est passée avec le pétrole, etc. Les choses ont changé et on a aménagé le territoire comme un territoire à urbaniser, à moderniser, à faire rentrer en fait dans la grande histoire du progrès, etc. Et globalement, ça a consisté à démaritimiser ce territoire, à lui enlever son identité de pêcheur. Gavre, c'était l'un des principaux ports de pêche artisanale en 1955, en France, la côte bretonne. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul pêcheur et il ne débarque même plus à Gavre. Il débarque à Lorient. Donc, c'est toutes ces choses-là, en fait, où en gros, depuis 70 ans maintenant, 3/4 de siècle, c'est un territoire qui s'est démaritimisé. Et en se démaritimisant, il a perdu beaucoup de ses habitants humains et non humains. Et peut-être que demain, au XXIe siècle, et c'est vraiment les imaginaires aussi que moi j'ai envie de porter, c'est dans cette nouvelle manière de vivre sur un territoire qui va s'insulariser, où il va falloir non plus continuer de se battre contre la mer, mais plutôt se réconcilier avec elle, jouer avec elle, se nourrir avec elle, à la fois dans sa partie aquatique, mais aussi dans les endroits d'estran, c'est-à-dire l'espace qui se découvre et qui se recouvre avec les marées, mais aussi sur la frange terrestre qui est soumise à son influence, avec les embruns, avec le vent, avec le sel, etc. Retrouver aussi des manières de nous nourrir, quoi. Voilà. Entre autres chantiers, évidemment, sur la fabrique de la ville, de l'habitat, de la mobilité, mais puisqu'on parle d'agroécologie, parlons d'abord de ce lien-là, quoi. Bah oui, parce qu'habiter, c'est être dans un habitat, au sens écologique du terme, et donc c'est se nourrir, c'est avoir un nid. Et je t'ai offert un livre qui s'appelle Rendre l'eau à la terre, et je pense beaucoup quand je regarde la mer, en fait, je pense beaucoup à comment on peut rendre la mer à la terre, du coup, et aux traits de côte vivants, dont tu pourras peut-être nous repréciser tout à l'heure ce que ça veut dire, parce que moi, c'est quelque chose que j'avais encore il y a un an, que j'avais pas complètement intégré, cette notion de trait de côte vivant. Peut-être tu peux l'expliquer en quelques mots, ce que ça veut dire, un trait de côte vivant, et puis après, je continuerai. Ouais, alors on pourrait même parler de tresse de côte. Moi, j'aime bien ce terme-là. En fait, souvent, on parle du littoral comme une interface terre et mer. Mais en fait, c'est bien plus que ça. Le littoral, c'est une interface entre 6 sphères. Tu as la lithosphère, la terre, donc la partie rocheuse, machin. Tu as la mer, donc l'hydrosphère. Mais tu as aussi l'atmosphère. Le littoral est soumis à des tempêtes, à des effets du vent, etc. Tu vas avoir la cryosphère, tout ce qui fond là-bas, très loin sur les glaciers, etc., a une incidence évidemment sur ce qu'on fait. Tu vas avoir la biosphère, le vivant, qui va façonner, parce que la terre, elle tient sur les rochers parce qu'il y a des herbes dessus, parce qu'il y a des végétaux avec des racines, etc. etc. Mais également, elle va être façonnée par les oiseaux, la faune, la pédofaune, toutes ces choses-là, tous les animaux aussi qui vivent sur les strands. Et le dernier, très gros animaux,
c'est l'anthroposphère. C'est ce que nous, on va rajouter dans notre couche de grands régulateurs, enfin de grands prédateurs et donc de régulateurs, parce que les prédateurs ont ce rôle dans les chaînes trophiques, avec ce qu'il y a de mauvais, mais ce qu'il y a aussi de bien. Il n'y a pas que des trucs catastrophiques chez les humains, mais il y a aussi une énorme capacité à coopérer et à faire des choses intéressantes parfois. Donc, dans ces 6 sphères-là, à chaque fois qu'on fait bouger quelque chose, ça va faire bouger une autre. Et c'est ça qui est incroyable. Donc finalement, moi j'aime bien parler, souvent donc, les géographes disent on ne parle plus de traits de côte, on va parler de bandes côtières. Et moi j'aime parler de tresses côtières dans cette... vraiment ces interactions très fortes qu'il va y avoir entre ces différents éléments. Ouais, et là j'ai l'image en tête des tresses que forme une rivière. Baptiste Morisot et Suzanne Husky disent qu'une rivière c'est comme un plat de spaghetti qu'on a jeté et en fait nous on a la vision d'une rivière, c'est un truc un trait en fait qui ondule un peu, alors qu'en fait une rivière elle est en permanence connectée à la terre partout et la terre est pleine d'eau à certaines périodes, plus sèche à d'autres périodes. Et du coup, en fait, de la même manière que quand on régénère des rivières en s'inspirant de ce que fait le castor pour remettre l'eau à un certain niveau et faire en sorte qu'en période de crue, finalement, la terre éponge le trop-plein parce qu'elle a la place, en fait, la rivière, de s'étendre sur la terre et de ne pas déborder, puisque finalement, elle est tout le temps connectée à la terre. Est-ce que tu vois aussi ça sur le littoral, d'une certaine manière ? Complètement. Moi, j'adore ce livre Rendre l'eau à la terre que tu m'as offert. Il m'a ouvert plein de choses. Et en fait, j'ai un rêve un jour, c'est de faire venir Baptiste Morisot ici pour qu'on parle de la mer, pour qu'on parle de ce que c'est cette relation qui est assez particulière avec l'eau salée, mais qui, dans beaucoup de sphères et beaucoup d'aspects, ce qu'il dit sur le rapport des Homo sapiens aux rivières, enfin des Homo sapiens modernes aux rivières et à l'eau, et ce rapport à l'eau-là, il y a énormément de similarités avec ce qui se passe avec l'eau salée. Typiquement, la grande histoire de l'eau, de ce qu'il raconte, c'est que à partir d'un certain moment, 12e siècle, on finit par se dire, on a régulé les cours d'eau, on les a simplifiés. Et au final, on a supprimé petit à petit les non-humains qui faisaient, et l'espèce de tresse aussi que formaient donc, les rivières et tout le réseau hydrographique sur la partie terrestre des surfaces qu'on habite, quoi. Parce qu'il fallait contrôler l'eau, parce que l'eau, elle était dommageable pour les maisons, pour tout un tas de trucs, et c'est vraiment cette espèce de civilisation du contrôle qui se voit aujourd'hui dans les paysages, et dans la manière dont aujourd'hui on vit les cours d'eau, quoi, qui sont des cours. Avec beaucoup de béton. Avec beaucoup de béton, qui viennent inciser la terre, qui sont canalisés et qui vont du coup extrêmement vite. Et en fait, c'est ce même mécanisme-là qu'on a appliqué aussi à la mer. Il faut pouvoir canaliser la mer, il faut pouvoir créer des quais, il va falloir créer des digues, et il faut pouvoir la contrôler, cette mer, parce qu'en fait, on a besoin de prendre de l'espace sur elle. Donc on a poldérisé, de la même manière qu'on a poldérisé les berges des cours d'eau. On a vraiment créé une interface franche entre la mer et la terre. Demain, dans la manière donc à la fois de régénérer la terre, mais aussi de régénérer l'estran, de régénérer cette interface, de la rendre beaucoup plus fertile. Et c'est un peu contre-intuitif parce qu'on dit mais non, mais l'eau salée c'est l'enfer. L'eau salée c'est la cata. Il n'y a rien qui pousse dans le sel. En fait, évidemment pas avec des lunettes agronomiques de productivité agricole, etc. Non, pas du tout. Mais c'est pas parce que la mer monte
que c'est la sur fin la de la Terre, que c'est la fin de la Terre. En fait, la mer monte, on est la planète bleue, hein, donc la mer monte, ok, et déjà elle est montée même plus haut que ça, hein. Elle va vivre sa vie, la mer. Mais dans les nouveaux habitats qu'elle crée, il y a d'autres non-humains, et même peut-être aussi d'autres humains qui peuvent prendre une place. Ça crée d'autres types d'habitats. Et le grand chantier du XXIe siècle sur l'aménagement du territoire, c'est précisément le ménagement, et c'est rajouter de la souplesse. C'est ramener de la souplesse à un endroit où on a voulu fixer le trait de côte, fixer les infrastructures, etc. Ah, et séparer, c'est une invitation à sortir de la dualité du bleu d'un côté et du marron de l'autre, c'est ça. Ou vert. Et en fait, il va y avoir des territoires presque micro-archipélagiques, des choses où en fait, d'une certaine manière, la mer va monter à certains endroits, et puis il va falloir créer des endroits où il va y avoir des bassins, des bassins qui vont se faire tout seuls, hein, d'une certaine manière aussi, mais des espaces qu'on va laisser à l'eau de mer, mais aussi à l'eau douce, hein, parce qu'en fait, la ville éponge, ou tout simplement même la terre éponge, c'est-à-dire cette terre qui est gorgée de nappes phréatiques d'eau douce, hein, elle est poussée aussi par la mer. Donc la mer, qui est un énorme volume d'eau salée, cohabite avec la terre qui est, elle, gorgée d'un énorme volume d'eau douce. Et si la mer monte, l'eau douce aussi remonte. Donc il y a un phénomène qu'on va retrouver de remontée de nappes phréatiques qui va être assez fort dans tous les endroits où il y a des zones humides, des choses comme ça. C'est un phénomène qu'on voit très bien dans le Cotentin, dans lequel on intervient aujourd'hui, là, juste à l'arrière des plages du débarquement, sur l'est du Cotentin. Et cette remontée d'eau, elle va créer de nouveaux habitats. Et à nous, en tant que super prédateurs ou super régulateurs, à nous de faire bifurquer ces endroits-là, non pas dans l'espèce de tristesse et de dire mon Dieu tout part à volo, mais plutôt en se disant mais en fait qu'est-ce qu'on fait ? Et moi, ce que je crois très fortement, mais je ne suis pas la seule non plus, hein, mais je crois vraiment à l'idée d'un continuum agri-aquacole. Où selon les gradients de salinité, selon les gradients d'humidité, selon les gradients d'habitabilité pour les Homo sapiens terrestres, il y a des choses qu'on peut faire pour accueillir la biodiversité, pour recréer des continuités écologiques, des trames vertes et bleues en même temps, des trames turquoises, recréer des ceintures bleues, on parle souvent de ceintures vertes autour des grandes villes, pour nourrir les gens, eh bien pourquoi pas demain parler de ceinture bleue aussi, ou de ceinture turquoise, cette espèce de continuum où en fait les plages ne sont pas condamnées à être simplement des endroits où on pose une serviette pour faire des pique-niques et se dorer la pilule, quoi. En fait, les plages sont éminemment des endroits nourriciers, je crois, et vraiment moi, j'aimerais rendre hommage aussi à un truc qui est très important dans l'évolution de notre planète, c'est que tous les êtres vivants viennent de la mer. Nous sommes, nous, Homo sapiens, des descendants d'espèces qui vivaient dans la mer. D'ailleurs, la composition de notre sang a une teneur en sel qui est vraiment encore un héritage de ce passé maritime qu'on a toutes les espèces. Et c'est pour ça qu'on peut prendre du plasma marin pour régénérer notre sang. Hein. Ça. Et que toutes les espèces qu'on va voir aussi en bord de mer, les espèces végétales, vont avoir leurs dérivés horticoles. Tu prends la bête maritime, qui est un truc qui est très pelliculé, tu sais, qui ressemble presque à, on dirait, des feuilles plastiques, tellement elles sont fortes, elles sont fat, quoi. Mais c'est une espèce de bête à carde, comme ça, bête maritime. En fait, c'est celles qui vont donner derrière les bêtes qu'on connaît, donc les horticoles, ou encore les betteraves. Et on peut prendre le fenouil, on peut prendre en fait la ravenelle, la roquette, etc. En fait, on a beaucoup d'espèces sauvages de bord de mer qui sont des ancêtres de nos cultivars actuels et qui sont tout à fait adaptés au sel, aux embruns, au piétinement aussi, enfin bref, à ces conditions de culture de bord de mer. Et est-ce que du coup, toi pour Gavre, il y a un paysage un peu idéal que tu imagines, genre si tout le monde se mettait à créer ces ceintures vertes et bleues, nourricières,
qu'est-ce que tu vois très concrètement comme jardin partagé, comme espace agricole, aquacole, inspiré aussi du paysan marin qui était intervenu ici il n'y a pas longtemps? En fait, moi, je ne verrais pas un paysage, mais je verrais une diversité de paysages et une diversité d'habitats. Je crois vraiment que il faut qu'on puisse ramener de la très 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 grande diversité. C'est aussi d'ailleurs ce qui va nous permettre de tirer notre épingle du jeu en termes d'habitabilité, quoi. Et il y a plein de typologies. Il y a des endroits où il ne va pas falloir les toucher du tout, parce qu'on est sur des habitats qui, de toute manière, sont non seulement très fragiles, mais en voie de disparition. Je pense par exemple à la pelouse aérohaline ou aux falaises atlantiques, là, tu vois, les bords de rochers, etc. C'est pas l'enjeu d'aller mettre ces coins-là en culture, quoi. Juste pour faire une petite parenthèse, quand on parle de réensauvagement paysan, par exemple, il y a des espaces dans les fermes qu'on ne touche pas. Parce que c'est des espaces qu'on doit laisser sauvages. Ouais. On ne va pas mettre de la bouffe à pousser là, quoi. C'est ça. Et là, en fait, on est sur des espaces qui sont vraiment des espaces d'interface, qui sont battus par les embruns, etc. La pelouse aérohaline, c'est cette pelouse qui est très particulière. Quand on la voit de loin, on a l'impression qu'elle est toute douce. Et c'est en fait une plaque de sable sur laquelle on poussait un cortège d'espèces. Donc on va trouver le fétuc, qui est cette espèce d'herbe toute fine, toute longue, qui ressemble à des cheveux. Et puis avec le silène maritime, et puis l'ail maritime, etc. Donc c'est un cortège d'espèces très particulier qui ne peut pousser qu'à cet endroit. C'est des plantes un peu sadomaso qui adorent se faire battre par le vent et le sel. Donc ça, l'enjeu, c'est vraiment pas de toucher à ces coins-là. En revanche, il y a toutes les pelouses qu'on va retrouver un petit peu au-dessus, qui sont aujourd'hui des pelouses de bord de mer, tu peux prendre des campings, par exemple. Peut-être qu'un jour, sur des grands campings, on se dira, on y met des bêtes à paître. Pourquoi pas, tu vois. Des poulaillers mobiles. Ou des poulaillers mobiles, ou des choses comme ça. Et puis un temps, on avait même proposé à ce que le camping puisse être utilisé hors saison pour y accueillir des chevaux, par exemple. Mais il y a la temporalité aussi qui est intéressante. L'usage dans le temps qui varie en fonction des saisons. Complètement. Mais en tout cas, il y a une première type d'habitat qui peut être donc ce qu'on appelle aujourd'hui de la prairie mésophyte, c'est-à-dire globalement la prairie tranquille, la pelouse de base, quoi. Là-dessus, il y a plein d'endroits où on peut mettre des bêtes en bord de mer, donc vraiment remettre de l'élevage ou des petites unités, évidemment pas du tout de l'intensif. Il y a des choses qui sont intéressantes. Les embruns avec l'influence maritime font que l'herbe est salée. Du coup, on n'a pas besoin de faire des apports en minéraux particuliers. On n'a pas besoin de mettre ces espèces de pierres alléchées qu'on va plutôt à l'intérieur des terres. Il y a des espèces qui sont très, très, très... et des races de brebis, de moutons qui sont tout à fait adaptées en fait, à ce type de climat-là. Donc ça, c'est une première chose. Sur la partie fourrée, on a ici plein de fourrés d'aubépines, de pruneliers, alors que les gens n'appellent pas des fourrés, les gens appellent ça des friches ou des chemins qui sont plus entretenus. Mais c'est des espaces qui sont finalement gorgés de vie, parce que les homo sapiens n'y vont plus. C'est trop piquant. C'est trop piquant, on s'y raye les cuisses, parce que quand on y va en short, c'est compliqué. Et puis en fait, il n'y a pas vue mer à ces endroits, donc à quoi bon ? Et en fait, ce sont des endroits qui sont hyper intéressants, qui regorgent une biodiversité, qui sont les derniers refuges aussi pour la vie faune et compagnie. Typiquement, dans ces endroits-là, mettre 2-3 chèvres, j'adorerais, ce serait hyper intéressant. Bref, donc là, c'est tout ce retour-là de ces non-humains avec qui on peut cohabiter et qui pourraient nous amener tout un tas de choses intéressantes. Et ensuite, sur d'autres espaces, donc toujours sur ces prairies mésophytes globalement, il y a des espaces qu'on pourrait complètement remettre en culture. Et quand je dis remettre en culture, c'est parce qu'avant, quand on regarde une carte de Gavre en 1970, avant 1970, donc il y a maintenant une 50aine d'années, il suffit de regarder sur Géoportail et on voit des potagers collectifs absolument partout, y compris en bord de sentier littoral. Il y a aujourd'hui toujours un voisin ici là, qui a un potager sur bunker, vu sur la rade de l'Orient et tout, et il fait pousser des tomates sur un bunker en bord de sentier côtier. Donc il est tout à fait possible d'imaginer de la production de légumes, des choses comme ça, y compris sur des espaces qui sont
en connexion directe avec la mer, les embruns, mais par contre en adaptant l'itinéraire technique, en travaillant sur deux choses qui sont très 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 fortes sur l'influence maritime, c'est le vent et le soleil. On se dit, en plus on est en plein hiver en ce moment, c'est dur de croire qu'il y a du soleil en Bretagne, souvent on nous fait la blague, mais en fait il y a énormément de soleil. Et vent plus soleil plus sel, et ben voilà. C'est le trio fatidique. Et en fait, on est toujours sous... Il faut vraiment s'imaginer... Donc le vent, c'est une constante ici. Donc le vent, il a des effets physiques sur les végétaux, qui va casser des tiges, casser des feuilles, etc. Et donc il va, d'une part, avoir une influence sur la manière dont physiquement, la morphologie des plantes. Et puis, le vent va avoir un autre effet, c'est qu'il va... venir brûler et venir enlever l'eau. Venir brûler, c'est que quand le vent arrive, c'est pas juste du vent, il est chargé de sel et de sable. Et faut penser comme si on était en train de sabler une surface. En fait, ça fait de la micro-abrasion sur les plantes. Et si on est sur des plantes qui ne sont pas pelliculées, c'est-à-dire qui n'ont pas ces renforts, comme des espèces de petites couches plastiques là sur eux, ça marche pas en fait. Ça va venir brûler. Donc toutes les populations de feuillus ou les végétaux qui ont des feuilles très fragiles, le vent va très rapidement, à partir de 20 nœuds, va venir les brûler. Et donc on retrouve du coup des espèces de nécroses sur les bords des feuilles noires qui sont dues à ça en fait, des feuilles brûlées. On voit tout le temps ça après les tempêtes. Donc ça, c'est ce que va faire l'effet physique du vent, abrasion plus sel, ça fait des micro-gommages sur lesquels on met du sel et ça brûle. La manière de faire quand on veut cultiver des légumes en bord de mer, à proximité immédiate de la mer, eh bien, ça va être de protéger de toutes les manières possibles les légumes du vent. Donc, on crée des SH, on crée des espèces de petites... nous, on a un réseau, quand on regarde le potager, que tu connais très bien, sur ce potager-là, en fait, c'est un labyrinthe de petites haies qui sont pas plus hautes que 1 mètre, mais qui viennent créer des espèces de microclimats en aval de ces haies, qui viennent protéger les végétaux de ces effets du vent. Et puis, on va rajouter à ça une autre protection, qui est celle du sol. Parce que vent plus soleil, eh bien, c'est un sèche-cheveux. Et on est sur des territoires qui sont soumis à très important stress hydrique. Beaucoup d'eau l'hiver et très très peu l'été. Ici, fin août, c'est tout brun. Donc, pour éviter ce phénomène de très grand stress hydrique, et d'ailleurs ça se voit dans les plantes bioindicatrices qui sortent ici, c'est uniquement des plantes qui nous montrent ça, on va réguler par une couverture permanente du sol. Et cette couverture permanente, elle vient évidemment, comme toutes les couvertures permanentes, avoir son lot de pédofaune, de protection, d'isolation, etc. Mais pour nous, elle va avoir cette fonction fondamentale de limiter la sécheresse, en fait, de limiter l'évapotranspiration du sol, quoi. Et donc voilà, SH plus couverture permanente. Et après, travaille sur des plantes qui sont adaptées aussi en bord de mer, mais qui sont des plantes horticoles, plantes maraîchères, et ça fonctionne, quoi. J'en profite pour compléter. Il me semble que les SH avaient été proposés par Marie du Mus Libre. Tout à fait. Épisode 90, je crois, qu'on remercie au passage. Et... l'adaptation des plantes, j'en profite pour dire que l'épisode suivant sera, ou précédent, je ne sais pas dans quel sens je vais les mettre, mais c'est avec Thibaut du Porte-Graines qui propose aussi des plantes adaptées, peut-être pas au littoral, mais en tout cas rustiques, comme par exemple le chou perpétuel qui fait... 1 mètre de circonférence, cette énorme boule qui pousse dans le potager et qui produit des légumes pour toute une famille. Donc il y a vraiment un itinéraire technique qui est possible, et la génétique des plantes, année après année, s'adapte, quoi. Et même au-delà de année après année, il y a des plantes qui s'adaptent déjà.
qui existent déjà. Oui. Et l'enjeu, c'est vraiment de réactiver cette diversité qui est déjà existante et qu'on a effacée avec des années et des années en fait, de simplification de la génétique des plantes maraîchères. Ça, c'est le travail formidable de Thibaut, effectivement, qui est dans le coin. Et je rajouterais aussi sur cette question de travailler avec des semences libres en bande littorale ou en tresse littorale, c'est que le littoral a une particularité, c'est qu'on est en proximité de la mer. Ah, tu vas me dire, super. Mais la mer régule la température. Sur la frange littorale, il ne gèle pas. Il ne gèle même plus. En fait, il fut un temps, il gelait, mais maintenant, il fait trop chaud pour que ça gèle. Donc, on n'a plus du tout d'épisode gélif, c'est-à-dire un épisode gélif, c'est 3 jours de suite pendant lesquels la température ne remonte pas au-dessus de 0. Ça n'existe pas ici, ça n'existe plus. Depuis 15-20 ans, il n'y a pas eu ça. Ça crée des conditions très particulières où eh bien, le vivant ne se repose pas tout à fait. Il se repose tout le temps, en voilà, fait. Les patates, elles poussent tout le temps. Les patates, là, par exemple, on est donc le 17 février et on a des patates avec une maturité que normalement on devrait avoir à peu près en mars-avril, je pense, quoi. Et là, on est déjà beaucoup trop en avance, quoi. On est envahi par les patates. On est envahi par les patates. Waouh. Au-delà de ça, sur ce territoire où il ne gèle plus et où l'été on a des grandes périodes des sécheresses et l'hiver des surplus d'eau, avec une succession d'événements météo avec une très forte intensité, comme on peut le voir avec les tempêtes, etc. Ben, en fait, on a la préfiguration du climat de Bretagne de demain, un peu plus à l'intérieur des terres. Cette absence d'épisodes gélifs, notamment. Et ça nous crée des conditions qui sont hyper intéressantes pour aller travailler, un peu comme dans un labo, à quels sont les cycles biologiques, quelles sont les interactions qu'on peut avoir entre la faune, les végétaux, les parasites aussi, qui ont plus du tout, en fait, qui se désynchronisent d'une certaine manière, alors que le vivant était réglé comme une horloge sur tout un tas de trucs. Et bien, qu'est-ce qui se joue dans cette désynchronisation ? Comment est-ce que on peut essayer de réguler, d'amoindrir les effets, etc. Toutes ces choses-là, en fait, elles se jouent aujourd'hui et on devrait en fait pouvoir les documenter en travaillant des espaces littoraux comme cela. Ça rendrait un fier service au reste de l'agroécologie qui va se pratiquer plutôt à l'intérieur des terres. Et de la même manière, réfléchir ou en tout cas tester des plantes, des semences paysannes, des semences qui ont pu exister, etc. Et voir ce qui tient dans ces climats-là. C'est aussi un service à rendre au reste de l'agroécologie, au rétro-littoral, puisqu'en fait ici on vit en avance de phase une situation que d'autres vont vivre un peu plus loin. Ouais, donc Maison Glaze joue un rôle dans l'essuyage de plâtre pour d'autres Dieu territoires. sait qu'on en a cassé des plâtres. C'est ça. Avec aussi une ambiguïté, c'est que le littoral est la zone qui se bétonne le plus, parce que les gens veulent absolument habiter là, et puis doivent habiter. Enfin, il y a des humains qui cherchent à habiter. Bon, j'ai fait des épisodes sur les habitats légers et d'autres manières d'avoir un habitat sur la tête, donc je vous invite à aller les écouter. Mais en tout cas, il y a aussi un travail à faire en ce qui concerne l'agroécologie, pour essayer de limiter l'urbanisation, pour quand même garder des terres qui puissent nous nourrir, quoi. Alors là, tu touches à un autre sujet aussi, qui est la spécificité du foncier littoral pour des modèles agroécologiques, ou même tout simplement pour des modèles agricoles, au-delà de l'agroécologie, mais que la structure du foncier littoral va avoir un impact très très fort sur notre capacité nourricière. Plusieurs points à dire là-dessus. Quand on prend les agriculteurs aujourd'hui en milieu littoral ou en milieu insulaire, c'est hallucinant de voir en fait qu'ils sont surtout des exploitants ou des gens qui vont travailler la terre sur des micro-parcelles
et parfois ils vont en avoir 10, 20, voire 100 sous gestion. À Erdéven, Moulin de Saint-Germain, ils ont une centaine de propriétaires répartis sur 30 parcelles qui sont très morcelées, parfois qui vont avoir 15 km de distance. Donc c'est une contrainte très très forte en fait dans la conduite, de la manière de faire dans la conduite du métier. À Groix, le brasseur de Groix qui a sous gestion aussi un sacré paquet de terre en matière d'orge. Je crois que c'est pareil, c'est au moins 200 propriétaires. L'île de Groix. Sur l'île de Groix, 200 propriétaires. C'est énorme. Enfin, déjà, le nœud au cerveau, conduire son métier de paysan, conduire ce travail-là de la terre, c'est déjà complexe. Et en plus, on doit se rajouter cette complexité foncière. Ce qu'on connaît aujourd'hui de difficultés d'accès au foncier à l'intérieur des terres va ici se doubler de à la fois la cherté du sol et de la préférence très forte que les gens vont avoir à la construction plutôt qu'à l'alimentation. Et au morcellement, en fait, on est sur des toutes petites parcelles. Donc derrière, c'est évidemment plein de difficultés supplémentaires, en tout cas de facteurs à intégrer. Ça, c'est la première chose. Alors par contre, le bon point, c'est qu'on est aussi sur des terres qui n'ont pas forcément été remembrées. Donc ce parcellaire tout petit, il amène des choses intéressantes à aller réfléchir sur et des inspirations à aller chercher sur des modèles de micro-fermes, des choses de ce type-là, et des micro-fermes très intégrées à un tissu urbain. Moi, je crois beaucoup à la transposition de modèles plutôt issus de l'agriculture urbaine aujourd'hui pour nourrir les côtes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend plus compte, mais les côtes sont extrêmement, extrêmement anthropisées. Et demain, avec la mer qui monte, on n'est pas non plus à l'abri d'un scénario où certains vont juste laisser à l'abandon un certain nombre de terrains, de trucs qui vont devenir complètement inconstructibles pour eux, donc entre guillemets inutilisables pour des homo sapiens, mais sur lesquels on a des trajectoires où on peut travailler encore pendant 30, 40 ans, produire de l'alimentation, sur des modèles plutôt issus d'agriculture urbaine, de centres urbains, de choses comme ça, avec des sols assez anthropisés, et en même temps la chance d'avoir à très très grande proximité, en circuit très court, des gens qui sont des consommateurs, des gens qui peuvent acheter tout un tas de choses, etc. Donc déjà c'est un premier point sur les histoires de foncier agricole. J'ai été complètement bouleversée par les épisodes de podcast et la rencontre des deux gars du paysan marin. Ouais, de Benjamin et Tristan. Voilà. Je vous invite vraiment à aller écouter les épisodes de podcast qui ont été faits par Renoué sur le paysan marin. Renoué podcast. Parce que je me suis rendu compte qu'une assiette, qu'en fait, on mange 300 kilos, 400 kilos de bouffe par an, chaque être humain. Je sais plus combien on mange, mais on mange beaucoup, en fait. Tu voudrais dire qu'on mange 300, ça veut dire qu'on mange 1 kilo par jour. Ouais. 300 à 400 kilos. Ouais, ça me semble correct. Enfin, ça à vérifier. Mais en tout cas, c'est une sacrée quantité de nourriture. Je me posais la question de l'assiette un peu typique qu'on pourrait imaginer en se nourrissant localement en agro-aqua-écologie à Gavre ou sur d'autres littoraux. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'on va manger ? Est-ce que ça viendra de ferme ? Est-ce que ça viendra de jardin ? Tu vois ? Est-ce que dans notre assiette, il y aura des animaux, des végétaux, des graines, des trucs, des champignons ? En fait, moi, j'ai pas de baguette magique qui permettrait de pouvoir dire demain notre assiette elle sera composée comme ça. Et puis ça va dépendre aussi vraiment des choix alimentaires de chacun. Et moi, souvent, je dis qu'en gros, il va y avoir demain, dans le futur, les différents scénarios vont coexister. Le scénario business as usual, le scénario encore pire qu'aujourd'hui sur plein de trucs, et puis des scénarios de transition, de bifurcation, puis des scénarios de transition extrêmement fortes aussi, Donc voilà, après, chacun choisit d'énergiser le scénario qu'il a envie. Moi, je crois, et j'aimerais en tout cas, l'assiette que je nous souhaite, c'est une assiette diversifiée. C'est une assiette où il y a
différents types de protéines qui peuvent être animales ou végétales. Et là, on peut vraiment aller chercher toute la palette, quoi. Tu peux avoir dans le végétal aussi les fruits, les légumes, les graines, ce qui vient de l'arbre. Dans les différents types de paysages que tu m'as demandé de décrire, je t'ai décrit que les terrestres. Mais en fait, on peut aussi réfléchir aux paysages subaquatiques avec les différents niveaux de profondeur, de la même manière qu'on parle des strates. Des jardins forêts sous-marins. Voilà, les jardins forêts sous-marins. Alors, avec le petit nom compliqué qui s'appelle... quand on est sur une polyculture, en jardin, forêt, etc., en aquaculture, ça s'appelle l'aquaculture multitrophique intégrée. Donc c'est compliqué comme mot, mais en tout cas, ça signifie ce que ça signifie, c'est-à-dire multitrophique avec différentes chaînes trophiques intégrées qui vont correspondre, enfin en tout cas qui vont interagir entre elles. Et dans ce cadre-là, sous la mer, on a les algues, avec les différents types d'algues qu'on va trouver selon les strates, en tout cas selon les positions dans la colonne d'eau, entre les algues vertes, les brunes, les rouges, qu'on trouve toutes ici à Gavre, et qui ont d'ailleurs fait l'objet, il y a plusieurs dizaines d'années aussi, d'une économie assez importante en fait, dans la subsistance des gens. Et on oublie à quel point, aujourd'hui on pense que l'algue c'est un peu cosmétique, d'une certaine manière, c'est vrai, c'est l'espèce de petit truc qu'on met pour donner un peu du goût, un peu condimentaire, voilà. L'algue a toujours fait partie des régimes de subsistance des Homo sapiens littoraux. Et elle est donc évidemment source de protéines, etc. Mais il faut s'imaginer aussi que, par exemple, il n'y a pas aujourd'hui de possibilité d'avoir de régime végétarien sans les algues. Ni de régime vegan d'ailleurs. Puisqu'en fait, les alginates qui sont présents dans les algues, notamment les algues brunes, ces alginates-là entrent dans la composition de centaines, milliers de produits agroalimentaires. Et notamment quand on a besoin de mettre du liant. Donc les anciens ici connaissaient ça, ils faisaient des fluoropioca, mais en fait aujourd'hui on met du liant partout, y compris dans des petits falafels, des machins, etc. Donc voilà, donc les algues, à la fois entières dans leur consommation, mais aussi uniquement par extraction de certains composés, font partie intégrante de notre alimentation aujourd'hui. Probablement pas suffisamment sur nos côtes occidentales. Moi qui suis moitié japonaise, les algues, ça fait partie aussi de ma génétique d'une certaine manière. Mais faut pas faire n'importe quoi non plus, quoi. On n'est pas là pour lancer une nouvelle agro-industrie et recommencer les bêtises qu'on est si capable de faire. Voilà. Donc ça, c'est première chose, les algues. Et puis après, il y a évidemment toute la partie coquillage. Dans notre alimentation, mais aussi pour leur foutre la paix, puisque les huîtres, tous les bivalves filtreurs ont un rôle très très important dans l'écosystème de l'estran. D'abord parce qu'ils filtrent l'eau, donc ils ont un côté purifiant et oxygénant de l'eau. Au-delà de ça, ils ont un rôle aussi en constituant des récifs, ce qu'on ne connaît plus, parce qu'en fait, on a bazardé tout ça petit à petit. Quand je dis on, c'est dans l'histoire contemporaine récente, mais les côtes françaises étaient remplies comme un espèce de récif de corail, quoi. Mais nous, c'était des récifs huîtriers. Il y avait en fait des récifs comme ça qui permettaient d'ailleurs d'absorber la houle, de rendre tout un tas de services de protection aussi des populations littorales. Et c'est notamment avec les huîtres plates. Et en fait, ces huîtres-là ont disparu parce qu'on les a exploitées, puis après il y a eu des maladies, etc. Donc ces récifs n'existent plus aujourd'hui. Et on venait faire de la cueillette. Et on venait faire de la cueillette, et oui. Le coquillage a été l'une des premières sources d'alimentation des Homo sapiens historiquement et même préhistoriquement, puisqu'en fait c'est un truc qui court pas, qui est facile à attraper avec un bâton et avec un peu d'huile de coude on arrive à l'ouvrir, quoi. Donc les coquillages font partie vraiment de cette alimentation primitive. Si on en prend soin, si on est capable de pouvoir à la fois en prendre soin pour leur foutre la paix, pour les régénérer, et puis parfois prélever ce dont on peut avoir besoin pour notre alimentation, le surplus. Ça, c'est des sources vraiment intéressantes d'alimentation et de connaissance aussi de notre estran.
Et puis, quand on va encore plus loin, il y a, plus loin, je dis dans l'estran ou la colonne d'eau, il y a les poissons. Et alors là encore, avec beaucoup de précautions sur la manière de faire. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, de la même manière qu'on peut voir sur Terre, en tout cas sur les espaces, les milieux terrestres, des gens qui ont envie de se lancer dans le maraîchage bio ou en fait dans la production alimentaire, agroécologique, etc. Aujourd'hui, on voit le même mouvement vers la mer, dans la pêche écologie. Et des gens qui ont envie de voir les choses complètement différemment, pratiquer un métier, un rapport à la mer, un rapport aux poissons complètement différemment, dans la manière de le pêcher, dans la manière aussi de mettre fin à la vie, de l'abattre, et de respecter en fait, d'avoir des égards vis-à-vis de ces vies-là. Et de pouvoir aussi créer d'autres manières, d'autres emplois, d'autres filières halieutiques sur les territoires, avec des emplois non délocalisables, avec un respect et des non-humains et des humains. Et ça, c'est tout ce monde incroyable de gens qui se battent sur les questions de pêche durable, de pêche côtière, pêche artisanale, avec une autre manière en fait de penser la relation au poisson. Et ça, je crois que c'est en fait toutes les interactions qu'il va y avoir entre ces différentes strates-là, de la pêche écologie jusqu'à l'aquaécologie, l'agroécologie, les pratiques populaires nourricières des gens dans leur jardin qui, peut-être avec des jardins qui vont être inondés d'eau de mer ou qui vont voir des nappes phréatiques remonter, adapter aussi leurs pratiques de culture. Et c'est en fait dans tout ce continuum-là qu'on va composer nos assiettes demain, quoi. Trop bien. Je suis contente d'avoir 37 ans bientôt pour vivre cette époque. Alors, j'avais envie de dire un petit mot sur l'élevage, parce que tu m'as parlé de cette île du nord de l'Écosse qui s'appelle l'île de North Ronaldsay, et qui, en fait, sur cette île, il y a des moutons qui se nourrissent uniquement d'algues, parce qu'au 19e siècle, les hommes ont construit un mur pour les empêcher d'accéder à l'herbe, pour pouvoir mettre des vaches qui étaient plus productives sur les prairies. Donc les moutons, les pauvres, ont été relégués sur l'estran et ont dû se débrouiller, et ils se sont adaptés, ont subsisté en broutant à marée basse et en ruminant à marée haute. Et aujourd'hui, il y a des chercheurs qui ont montré que ces moutons ne peuvent plus retourner brouter de l'herbe parce qu'ils sont intolérants à trop d'herbe. Tellement ils se sont adaptés. Leur viande est exceptionnelle. Et du coup, je me suis dit, quid des poules? Mais bon, est-ce qu'on pourrait faire pâturer des poules sur l'estran avec des œufs incroyables qui ont un petit goût salé? Bon, bref. En tout cas, il y a tellement de possibles. Ouais. Et du coup, en fait, il y a des choses, je sais pas si les gens qui nous écoutent se rendent compte, mais moi, je pensais jamais que des moutons pouvaient se nourrir uniquement d'algues. Et puis, il y a tout un collectif qui organise même le festival du mouton de cette île. Et c'est un collectif qui s'occupe de les déplacer régulièrement, de reconstruire le mur qui sépare les moutons du reste de l'île, de les tondre, et c'est un mouvement collectif assez, j'imagine aussi qu'il y a un moment où ils les mangent, puisque cette viande est très réputée. Donc ça crée aussi des liens humains qui sont super intéressants, quoi. Moi, j'adore cette histoire qui montre déjà qu'il y a effectivement des interactions tout à fait possibles entre les algues et les moutons. Alors celle-ci, elle est directe, mais en fait, il y en a plein d'autres qui peuvent s'envisager, y compris donc, par des concentrés ou des composants d'algues qu'on va réintégrer dans l'alimentation animale. Il y a un cycle, en fait, à refaire des algues pour ramener finalement, comme la mer récolte tout l'azote et le phosphore
qui vient de la terre, rembarqué par les rivières justement. Une des manières de les ramener là-haut, c'est de travailler sur le futur des algues en pulvée, donc en pulvérisation sur les champs, enfin en amont plutôt du bassin versant, quoi. Et aujourd'hui, les algues comme engrais, alors c'est des pratiques qu'on connaît sur le littoral, mais demain, pourquoi pas les avoir un peu plus encore en rétro-littoral pour faire revenir le phosphore et l'azote qui se sont écoulés par l'érosion, par tout un tas de choses, etc. Donc une manière de recycler le truc, c'est de recréer du cycle, donc vraiment recycler, c'est de travailler sur les algues en amendement agricole. Voilà. Au-delà de ça, il y a un truc qui est intéressant, je crois, dans l'agriculture littorale ou l'élevage littoral. Les îles ont énormément de choses à nous apprendre sur des itinéraires de culture qui sont faits face au vent dans des conditions qui sont terribles et pourtant qui restent nourricières. Prends l'île de Bas, tu vois, là-haut en Pays de Léon. Tu prends même tout près de nous, sur le golfe du Morbihan, l'île Tascon qui est au cul du golfe du Morbihan, et qui est en fait une espèce de larme de terre, avec que des champs dessus. Et ça, en fait, il est possible tout à fait d'avoir des parcours de ce type-là. Il y a même le conservatoire du littoral qui installe des paysans en dessous de grands phares, sur des tout petits cailloux, etc. Donc, prenons les Açores, prenons Madère, qui sont des gens qui ont construit des vignobles à flanc de coteaux. Donc c'est avec des espèces de protection contre le vent, etc. C'est pratiquement semi-aride comme truc. Et pourtant, ils arrivent à produire de l'alimentation, produire des espaces qui ont été des greniers de bouffe pour les marins qui faisaient les transatlantiques pendant des siècles. Donc tout ça, les itinéraires techniques insulaires, avec leur aridité, avec leur spécificité, ce côté, en fait, on n'a pas d'autre choix que d'arrêter de se battre, mais de jouer avec les éléments. Je trouve ça très important, très inspirant et très fertile aussi, pour imaginer d'autres manières de conduire ici une culture maraîchère ou ici un élevage, etc. Tu m'as dit hors micro que y avait très peu d'agronomes qui s'intéressaient à ce sujet. Moi, je serais très curieuse si vous entendez cet épisode et que vous êtes agronome, technicien ou juste paysan. Enfin, surtout paysan, parce que c'est encore plus important d'être paysan aujourd'hui qu'agronome. Enfin bref, c'est un long débat. Je rends honneur à ceux qui arrivent à s'installer parce que c'est très dur. Et ça peut être aussi très joyeux. Mais ce que je veux dire, c'est si vous avez des ressources sur l'agriculture littorale, n'hésitez pas à m'écrire parce que ça m'intéresse. On va glisser petit à petit vers la fin de cet épisode. Ça fait déjà... Il y a quand même des gens qui s'intéressent à l'agriculture littorale, notamment au sein de l'INRAE, où il y a eu un programme sur l'agriculture littorale. Et puis, il y a aussi, alors je dirais filière par filière, des gens qui vont s'intéresser à la viticulture de bord de mer. D'ailleurs, la viticulture bretonne, qui est en grand renouveau aujourd'hui, elle est presque intégralement uniquement sur les communes littorales. C'est intéressant à aller voir. Alors, est-ce que c'est parce que c'est des circuits de commercialisation j'en sais rien, mais il y a vraiment... C'est intéressant de regarder cette carte-là et de se rendre compte qu'on est uniquement sur le pourtour de la Bretagne, quasiment. Et les vignes se portent... Il y a aussi des vignes sur l'île de Groix, par exemple, donc on voit face mer, ouais, juste en face. Et juste chez nous, de l'autre côté de ce bâtiment, où on a 40 pieds de vigne de manière expérimentale sous le vent. Il y a quand même des ressources ici et là. Et moi, si je devais faire un appel au Père Noël, c'est de composer vraiment des équipes, ou en tout cas d'avoir un espace où on peut causer de ça, de la spécificité des itinéraires techniques et agronomiques, en gros, en milieu littoral et insulaire, de documenter ça, vraiment de documenter des pratiques, et d'avoir des espaces expérimentaux, plus expérimentaux que celui qu'on a là, parce que celui-là, il n'a pas le protocole scientifique qu'il faudrait qu'on ait pour que ce soit
frappé de crédibilité scientifique et universitaire. Mais il nous faut ces espaces-là. Il nous faut ces espaces d'expérimentation et des équipes pluridisciplinaires qui sont capables à la fois de parler de ce qui se passe au-dessus, en dessous, sur la partie terrestre, mais aussi sur la partie aquatique. Et voilà, donc ça, vraiment, j'envoie une bouteille à la mer, et puis peut-être qu'un jour, des choses de ce type-là se montreront. Il y a aussi un réseau de l'agriculture insulaire qui s'appelle le RAIA, qui est très bien fichu et qui aide l'installation des porteurs de projets agricoles à s'installer sur les îles. S'installer, mais pas que s'installer. Quand on est paysan, il y a aussi l'enjeu de vendre, de distribuer sa production. Et beaucoup des choses qui se passent sur les îles avec la finitude des ressources aussi, qui peut y avoir, donc qui va être une très très grosse contrainte, qui va s'appliquer sur les itinéraires techniques, qui va se traduire aussi par la cherté de tout un tas de choses, la cherté des intrants, la cherté des matériaux, de tout ce qu'on a besoin en fait pour conduire son métier. On va le retrouver avec la spécificité insulaire sur les modèles économiques de ce métier-là. C'est aussi la commercialisation, les circuits de distrib et le fait que la consommation est très saisonnière. Ça peut être du pain béni pour les maraîchers par exemple, parce que du coup le haut de la production étant l'été, ça va très bien avec le pic de consommation. Mais ça peut créer aussi d'autres difficultés sur la commercialisation, notamment qu'est-ce qu'on fait des productions d'hiver et comment est-ce qu'on arrive à organiser l'écoulement d'une production sur des systèmes de distrib qui ne sont pas forcément, ou en tout cas des canaux qui ne sont pas forcément formalisés, quoi. Ouais, n'oublions pas que dans l'agroécologie, il y a aussi la partie commercialisation, soin de l'humain. Il ne s'agit pas que du sol, des plantes, des animaux. Il y a vraiment à réapprendre et à construire des nouvelles manières de travailler. Oui, et c'est beaucoup un message que je porte aussi, alors là pour le coup, côté économie sociale et solidaire. Moi je crois que l'économie sociale et solidaire, de la même manière que l'agroécologie ou que l'aquaécologie ou que la pêche-écologie, sont les seules manières de pouvoir, pour revenir à ton thème de départ, habiter la Terre. Ce sont les seules trajectoires qui vont nous permettre demain de nous réconcilier avec ce qui nous entoure, c'est-à-dire les non-humains, avec les humains aussi qui nous entourent, et de sortir d'une logique qui est celle qui nous mène dans ce mur collectif, qui est cette logique extractiviste qu'on voit dans notre quotidien aujourd'hui. Si on veut convertir plus de monde à ça, il faut qu'on ait des preuves de concept, il faut qu'on apporte... on ne peut pas promettre des larmes et du sang aux gens en permanence. Il faut pouvoir se dire, mais en fait, ça, c'est un avenir désirable dans lequel on est tout à fait capable de pouvoir produire des emplois, créer de la valeur, etc. Moi, j'ai pas de problème avec créer de la valeur. Là où j'ai un problème, c'est comment est-ce qu'on la partage. Et c'est ça la grosse bifurcation. Créer de la valeur, c'est très bien et c'est super. Elle peut être d'ailleurs marchande ou non marchande, cette valeur. Ça peut être du troc, n'importe quoi. On n'est pas obligé de parler d'argent. En revanche, ça peut même être créer des services écosystémiques, prendre soin des non-humains. C'est une valeur très très forte. Donc créer de la valeur, moi j'ai aucun problème avec ça. Par contre, il faut la partager. Et ça, c'est vraiment ce qui va faire l'essence, la différence entre l'économie sociale et solidaire du reste du monde économique. C'est aussi ce qui va faire que l'agroécologie va venir partager la valeur du travail entre les humains et les non-humains, qui permettent de contribuer à un système, de l'enrichir. Et dans un monde aux ressources finies, il n'y a pas d'autre choix que de partager. Si on veut pouvoir convertir plus de monde à ça, et montrer qu'en fait il n'y a pas d'autre voie possible, et que ça va être génial, c'est notre responsabilité aussi, en tant qu'acteur du changement, on soit capable de montrer la faisabilité de certains modèles économiques. Donc moi je crois beaucoup à ça. Ici par exemple, à Maison Glace, les gens peuvent tout à fait ne pas nous aimer, il n'y a pas de problème avec ça, il y en a beaucoup qui ne nous aiment pas. Mais en revanche, il y a un vrai respect pour le travail qu'on a fourni et notre capacité à avoir créé des emplois à l'année, ici sur un territoire où il n'y avait rien, à cet endroit-là, sur ce bout de presqu'île. Le quartier du bout de la presqu'île, il n'y avait absolument rien. Il y a un vrai récit qui se crée dans la tête des gens en se disant, bon, peut-être que c'est pas ce qu'on aime, mais au moins,
ça crée de l'emploi, ça crée quelque chose, ça crée de la dynamique, et c'est ok, on peut respecter ça. Est-ce que tu as envie d'inviter les gens qui nous écoutent à venir à Maison Glaze à un certain moment, leur donner un rendez-vous, à te contacter par rapport à un sujet, par rapport à un besoin d'aide peut-être en ce moment que Maison Glaze a, que tu as? Nous ici, ce qu'on accueille de manière permanente, c'est évidemment toutes les bonnes énergies, et il y en a plein. Ce qui fait aujourd'hui, ce vers quoi on travaille en ce moment, c'est nos partenariats. Et c'est le fait que aujourd'hui, sur la frange littorale, on a besoin de nouveaux récits alimentaires, agroécologiques, nourriciers. Toutes les personnes qui ont envie soit de mettre la main à la pâte là-dessus, soit d'avoir des idées, soit de mettre en relation des gens, etc. Nous, on est ravis de pouvoir contribuer à cette dynamique-là. Donc je dirais que ça, c'est vraiment une invitation au sens large et au grand large aussi de fédérer nos forces, quoi, sur cette question d'imaginer que le littoral puisse être des espaces nourriciers dans leur diversité, dans la diversité des habitats, des non-humains, des humains qui habitent. Donc ça, c'est cette espèce de grande invitation que j'aurais envie de faire. Ma dernière question, c'est... Alors, déjà, j'aimerais beaucoup faire un épisode avec ta sœur, qui est paysanne, floricultrice. Mm-hmm. Donc, je pense qu'à un moment, il y aura cette rencontre. Parce que je trouve ça chouette de pouvoir interviewer les personnes d'une même famille et de voir un peu leurs points communs, leurs différences et comment elles œuvrent pour le vivant à leur manière. Et est-ce que tu as un dernier truc important que tu veux partager aux personnes qui nous écoutent pour terminer? Tu auras le dernier mot. Ce que j'ai envie de partager, là, à ce moment précis de notre conversation, donc c'est la fin de la conversation, mais aussi de notre moment politique au niveau national. C'est que c'est évidemment plus facile de perdre de l'énergie en ce moment que d'en gagner quand on est engagé dans... des mouvements, des luttes, des combats ou tout simplement des expériences qui essayent de rabibocher Homo sapiens avec son écosystème, avec le non-humain qui tourne autour de lui et avec lesquels il a perdu les brins de la tresse. Et en fait, ce que j'ai envie, le message que j'ai envie d'adresser et à tes auditeurs et puis tout simplement au monde, quoi, c'est qu'on a besoin de tout le monde à la barre. Vraiment, on a besoin de toutes les énergies. Même micro-petites, c'est pas grave. Les bactéries aussi ont changé le monde. Donc, on n'a pas besoin de faire de très grandes choses pour alimenter la vague. Et donc, ce que je voudrais adresser, c'est un message vraiment de mobilisation. Et de faire archipel. On est évidemment, il n'y a pas de solution. Déjà, il n'y a pas de solution. Il n'y a que des propositions et des explorations. Il y a plein de trucs qui ne vont pas marcher, puis il y a des trucs qui vont marcher par surprise. Voilà. Donc, ce qui ne marche pas, ça fait du compost. Et ce qui ne marche pas, ça fait du compost. Ça crée des apprentissages. Donc, ce que j'appelle de mes voeux, c'est ça, c'est un espèce d'archipel où avec certains des très grosses îles et puis d'autres des tout petits cailloux. Et c'est pas grave, l'important c'est d'être en lien les uns avec les autres, d'être capable de se partager les expériences, d'être capable de faire rempart aussi quand on va avoir besoin de faire rempart, et d'être des endroits où on peut se ressourcer, des endroits où on peut aussi s'ouvrir à l'autre. Bref, cet archipel-là qui est un archipel qui existe aujourd'hui, qui ne se connaît pas forcément, qui ne se reconnaît pas aussi forcément. Et j'appelle à la mobilisation et aller voir toutes ces initiatives qui existent autour de vous, terrestres, maritimes, aquatiques, quoi.
C'est une grande famille de biodiversité, d'initiatives et de projets dont on a besoin aujourd'hui plus que jamais dans ce contexte national où il y a plein de choses qui se jouent et où toutes les forces sont nécessaires. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il a semé des graines de vie dans votre cœur, votre esprit, pour peut-être mettre en mouvement votre corps vers la régénération du vivant par l'agroécologie. Avant de passer à une autre occupation, je vous invite à prendre un petit temps pour intégrer les messages clés avec lesquels vous repartez de cette écoute. Et pour maximiser les bénéfices, je vous propose de le faire en respirant. On va faire 4 temps à l'inspire et 4 temps à l'expire. C'est parti. Alors, comment vous sentez-vous ? N'hésitez pas à prendre le temps de noter les 3 apprentissages clés avec lesquels vous repartez suite à cette écoute. Et si cet épisode vous a plu, je vous serais très reconnaissante de recevoir vos retours via un commentaire sur Spotify ou YouTube. Pour aider à la diffusion de ce podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou encore l'envoyer à 3 personnes qui pourraient se nourrir de son écoute. Le podcast Agroécologie Voyageuse est indépendant. Vous pouvez soutenir les prochains épisodes en faisant un don sur le lien Tipeee en description et même vous engager à me soutenir chaque mois, par exemple pendant 6 mois. Cela sécurise encore plus mon travail. À bientôt et pensez à mettre les mains dans la terre et dans les graines régulièrement. Le vivant en a besoin et vous aussi.